Pendant des années, un milliardaire froid et distant vécut avec un terrible secret dans son manoir situé en périphérie de Paris. Son jeune fils, que l'on croyait né sourd, passait chaque jour à tenter d'appeler à l'aide, pointant son oreille en pleurant, mais personne ne l'écoutait. Des dizaines de nourrices se succédèrent, chacune le qualifiant d'agressif ou de brisé, jusqu'au jour où une nouvelle gouvernante arriva, une femme calme, attentive, qui remarqua un étrange schéma, quelque chose que personne d'autre n'avait jamais vu. Lorsqu'elle comprit enfin le signal que l'enfant tentait d'envoyer depuis si longtemps, elle découvrit une vérité bouleversante, capable de détruire tout le passé de la famille. Depuis la mort de sa femme en couche, Richard de la Cour avait changé du tout au tout. Autrefois connu pour son charme et son charisme, l'homme d'affaires était devenu distant et glacial. Il s'était enterré dans son entreprise, passant ses journées entre réunions bureaux et voyages d'affaires. Chez lui, il fuyait tout ce qui pouvait lui rappeler Claire, sa défunte épouse, surtout leur fils Léo. Richard ne parlait jamais de l'enfant, ne demandait presque rien à son sujet, et regardait à peine les photos accrochées au mur. Il avait engagé du personnel pour s'occuper de Léo, pensant que l'argent et un grand manoir suffiraient. Mais Léo, encore bébé à l'époque, avait déjà tout perdu sa mère. Et désormais, son père était absent, enfermé dans sa douleur. Richard pensait bien faire en restant occupé, croyant que le temps finirait par apaiser la peine. En réalité, il ne faisait que fuir. Et au fil des années, cette distance n'endommageait pas seulement son cœur à lui, elle privait Léo d'une enfance remplie d'amour et de tendresse. Diagnostiqué sourd de naissance, Léo grandissait dans un monde silencieux qu'il tentait pourtant de comprendre. Il pointait du doigt, fixait les gens dans les yeux, produisait des sons qui n'étaient pas des mots, mais pleins de sens. Il se touchait souvent l'oreille, cherchant à montrer qu'il n'entendait pas. Mais personne ne le remarquait vraiment. Les nourrices et les gouvernantes allaient et venaient. Elles restaient quelques jours, parfois quelques semaines, puis repartaient. Toutes disaient la même chose. Cet enfant est difficile. Certaines affirmaient qu'il jetait des objets lorsqu'il était contrarié, d'autres qu'il refusait d'obéir. Pas une seule ne prit le temps de comprendre qu'il ne désobéissait pas, il ne comprenait tout simplement pas, et personne ne cherchait à le comprendre. Chaque fois qu'une personne abandonnait Léo, se sentait plus perdu, plus seul. Il n'était ni méchant, ni sauvage. Il essayait simplement de survivre dans un monde qui ne parlait pas sa langue. Mais au lieu de l'aider, on le jugeait. Le personnel commença à chuchoter derrière les portes closes, disant que Léo était plus qu'un enfant difficile. Ils employaient des mots durs, instable émotionnellement, abîmé. L'une des femmes de ménage affirma même qu'il lui faisait peur à cause de son regard silencieux. Une autre suggéra qu'il devait peut-être avoir quelque chose de détraqué dans la tête et qu'il serait plus sûr de le placer quelque part à l'écart. Avec le temps, les murmures se transformèrent en recommandations sérieuses. On fit venir quelques professionnels, mais ils ne restèrent jamais longtemps. Après de brèves visites, ils conclurent hâtivement à un trouble du comportement et recommandèrent une évaluation psychiatrique. Ils ne comprirent pas que le silence de Léo ne venait ni d'un traumatisme ni d'une maladie. Ils ne pouvaient simplement pas entendre. Mais personne n'écouta. Quand Richard entendit ces avis, il ne posa pas de questions. Il ne chercha pas à vérifier. Trop accablé par son propre chagrin, il accepta. Il crut que ses experts savaient mieux que lui. Peu à peu, Léo ne fut plus considéré comme un enfant à aider, mais comme un problème à gérer. Chaque journée se ressemblait. Léo se réveillait et voyait un nouveau visage dans le couloir, une nouvelle nounou qui souriait sans savoir comment lui parler. Il essayait de montrer ce dont il avait besoin,
en pointant du doigt, en tirant sur une manche, en bougeant les lèvres sans son. Il n'avait pas les mots, mais il avait des émotions, des besoins. Et personne ne restait assez longtemps pour les apprendre. Lorsqu'il pleurait, on disait qu'il faisait des caprices. Lorsqu'il se frappait au sol de frustration, on voyait de la colère. Mais Léo n'était pas en colère, il avait le cœur brisé. Chaque tentative de communication échouée le rendait plus prisonnier encore. Il voulait être compris, qu'on réalise que son monde était silencieux, non par choix, mais par nature. Chaque fois qu'on l'ignorait, un morceau d'espoir s'éteignait en lui. Il finit par s'attendre à être déçu. Il cessa peu à peu d'essayer. Pourquoi insister quand personne ne le voyait vraiment? Même si Richard vivait dans la même maison, il ne remarquait pas la souffrance de son fils. Toujours enfermé dans son bureau, au téléphone ou en voyage, il n'était là que par intermittence. Et lorsqu'il voyait Léo, ce n'était que pour quelques minutes, gêné, maladroit, sans savoir quoi dire. Léo, quant à lui, fixait souvent son père, avec de grands yeux pleins d'attente, espérant un signe d'amour ou d'attention. Il pointait vers ses oreilles, encore et encore, priant pour que Richard comprenne enfin. Mais celui-ci se contentait d'un hochement de tête distrait ou quittait la pièce. Il était trop enfermé dans sa propre douleur pour reconnaître celle de son fils. Au fond de lui, Richard se blâmait pour la mort de sa femme. Il pensait qu'en gardant ses distances avec Léo, il éviterait de raviver le souvenir. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que Léo était la personne qui avait le plus besoin de lui. En croyant se protéger, il détruisait lentement l'esprit de son enfant. Léo ne comprenait pas vraiment la perte, mais il sentait le vide, laissé par un père qui ne le regardait jamais vraiment. Avec les années, il apprit à ne plus attendre de gentillesse. Il devint plus silencieux, plus prudent, se refermant sur lui-même. Il passait des heures dans sa chambre, jouant avec les mêmes jouets, feuilletant des livres qu'il ne pouvait lire, observant les lèvres bouger, sans saisir les sons. Il apprit à vivre dans un monde où l'on faisait à peine attention à lui. Le personnel parlait autour de lui, rarement à lui. Personne n'apprit la langue des signes, personne n'amena de spécialistes capables de l'aider à communiquer. Il n'était plus que le petit sourd du manoir. Plus on ignorait ses efforts, plus Léo se retirait. Peu à peu, il commença à croire ce qu'on disait de lui, qu'il était brisé, qu'il ne trouvait pas sa place dans ce monde. Son jeune cœur, autrefois curieux et vif, s'éteignait de fatigue. Il cessa de pointer ses oreilles, cessa d'essayer d'attirer l'attention. Le silence devint sa réalité, non seulement parce qu'il ne pouvait pas entendre, mais aussi parce que personne ne voulait l'entendre. L'espoir s'effaçait lentement. Pourtant, au milieu de cette tristesse, il restait au fond de lui une petite lueur, un morceau d'âme qui refusait d'abandonner. Chaque jour, il regardait par la fenêtre, espérant que quelqu'un viendrait enfin le remarquer. Il guettait la porte d'entrée, espérant qu'une nouvelle gouvernante lui sourirait et resterait. Il attendait toujours que son père s'assoie près de lui, ne serait-ce que quelques minutes, pour essayer de le comprendre. Mais ces moments ne vinrent jamais. Les jours se succédaient identiques, et la maison devenait de plus en plus froide, plus silencieuse encore. Richard, enfermé dans la culpabilité et les souvenirs, ne voyait pas les dégâts qui se déroulaient sous ses yeux. Le personnel continuait de défiler, rédigeant des rapports, donnant des avis, sans jamais apporter une réelle aide. Les maigres espoirs de Léo se réduisaient peu à peu, et lorsqu'il cessa de montrer qu'il était sourd, son jeune cœur avait déjà cessé de croire que les choses pourraient un jour changer. Le silence avait gagné, du moins pour l'instant. Un lundi matin gris, Eva Moreau arriva au manoir de la cour, portant un unique sac et un dossier de papier. Les grandes grilles en fer forgé s'ouvrirent lentement à son approche, et le chauffeur la déposa devant l'entrée principale.
Le manoir était calme, beaucoup trop calme, pour une maison où vivait un enfant. Eva, une femme d'une trentaine d'années, au regard posé et à la démarche assurée, dégageait une présence apaisante. Elle avait déjà travaillé dans plusieurs foyers, s'occupant d'enfants aux besoins particuliers. Mais dès les premières minutes, ce poste lui parut différent. Le personnel la salua à peine, se contentant de lui indiquer sa chambre et de lui remettre un emploi du temps. Tandis qu'elle rangeait ses affaires, elle entendit des murmures dans le couloir. Certains disaient qu'elle ne tiendrait pas longtemps, d'autres qu'il en la briserait, comme les précédentes. Eva ne posa pas de questions. Elle alla simplement à la cuisine, se servit un verre d'eau et se prépara à rencontrer l'enfant dont elle devait s'occuper. Quand elle vit Léo pour la première fois, il était assis seul sur le sol, d'une pièce pleine de jouets intacts. Il ne jouait pas. Il fixait le tapis, bougeant parfois ses mains dans des gestes courts et répétés. Lorsqu'elle entra, il la regarda brièvement avant de détourner les yeux. Eva remarqua qu'il tapotait son oreille à plusieurs reprises, puis pointait sa bouche avant de replonger dans le silence. Elle comprit immédiatement. Il essayait de communiquer, pas de se rebeller. Sans un mot, elle s'assit par terre à une courte distance de lui et attendit. Il la regarda de nouveau intrigué, comme si aucun adulte ne s'était jamais assis ainsi près de lui. Eva ne força ni sourire, ni conversation. Elle observa simplement. Le personnel lui avait dit que Léo était agressif et fermé, mais elle ne vit ni colère ni refus. Seulement un enfant qui avait appris que personne ne l'écoutait. Lorsque leur première rencontre se termina, Eva le remercia doucement, même s'il ne pouvait comprendre ses mots. En quittant la pièce, elle sentait déjà au fond d'elle qu'on s'était lourdement trompé sur cet enfant. Dans le couloir, une vieille employée l'arrêta. Elle poussa un long soupir et conseilla à Ava de ne pas s'attacher, de garder ses distances. La vieille employée la prévint de ne pas trop s'impliquer émotionnellement et ajouta que d'autres gouvernantes avant elle avaient essayé d'aider Léo sans succès. Certaines avaient fini en larmes. D'autres étaient reparties sans prévenir, et quelques-unes avaient même été renvoyées après avoir fait d'étranges accusations au sujet du comportement du garçon. « Il n'est pas comme les autres enfants », dit la femme de ménage, mais Eva ne répondit pas. Elle se contenta de hocher poliment la tête avant de s'éloigner. Elle comprenait ce qu'on voulait lui dire, mais elle savait aussi qu'étiqueter un enfant sans le comprendre était la pire des violences. Elle avait déjà vu cela ailleurs, surtout avec des enfants porteurs de handicap. Abandonner n'avait jamais fait partie de sa nature, et certainement pas face à un enfant. Ce soir-là, au lieu d'aller se coucher, Eva demanda à consulter le dossier de Léo. Elle voulait lire par elle-même ce qu'on avait écrit sur lui. Pendant des heures, elle parcourut ses dossiers médicaux, les notes des anciennes nourrices, les comptes rendus d'école. Des dizaines de rapports, chacun avec un avis différent. Certains affirmaient qu'il était instable, d'autres parlaient de troubles du comportement. Beaucoup mentionnaient sa surdité, mais toujours en marge comme un détail. Personne ne s'était intéressé à sa manière de communiquer ni à ses besoins spécifiques. La plupart des rapports décrivaient de ses gestes, jamais ses émotions. L'un notait « lance des blocs quand il est frustré ». Mais Eva pensa « et si c'était sa seule manière de dire qu'il était dépassé ?» Un autre écrivait « refuse d'interagir ». Pourtant, d'après ce qu'elle avait observé, c'était faux. Il avait établi un contact visuel. Il avait fait des gestes, c'était déjà une forme d'échange. Eva souligna les passages incohérents et dressa une liste de choses à essayer. Elle comprit que personne n'avait vraiment tenté de rejoindre Léo dans son monde. Tout le monde attendait qu'il s'adapte au leur. Elle ne ferait pas cette erreur. Allongée plus tard dans son lit, incapable de dormir, Eva repensa sans cesse au moment où il avait pointé son oreille. Ce geste si simple portait tout un cri. « Je ne t'entends pas.
comprends-moi s'il te plaît. Elle se demanda combien de fois il l'avait répété, ignoré par tous, combien de personnes s'étaient détournées sans essayer. Elle imagina la solitude de vivre dans un monde où personne ne cherche à vous atteindre. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était sûre, Léo n'avait pas besoin d'être réparé, il avait besoin d'être compris. Elle sortit un carnet de son sac et écrivit une seule phrase. « Je n'abandonnerai pas cet enfant. » C'était une promesse à elle-même et à lui. Elle savait que la route serait difficile, mais elle n'avait pas peur. Elle avait accepté ce poste pour une raison, et maintenant qu'elle avait vu Léo, cette raison prenait tout son sens. Le lendemain matin, elle se leva tôt et se mit aussitôt au travail. Elle commença à apprendre quelques signes de base grâce à des vidéos sur son téléphone, chercha des livres sur la communication avec les enfants sourds et sur les effets du manque affectif. Elle demanda au personnel de cuisine ce que Léo aimait manger. Puis au lieu de venir vers lui avec des consignes, elle s'assit simplement près de lui et imita doucement certains de ses gestes pour observer sa réaction. D'abord, il sembla confus, puis intrigué. Peu à peu, elle vit une étincelle dans ses yeux, minuscule mais réelle. Elle lui laissa de l'espace tout en restant assez proche pour qu'il sente qu'elle ne partirait pas. Le personnel sceptique la regardait de loin. On murmurait qu'Eva perdait son temps, mais elle s'en moquait. Elle n'était pas là pour plaire aux autres, elle était là pour Léo. Chaque regard échangé, chaque silence partagé était une victoire. Eva savait que la guérison ne commençait pas avec de grands gestes, mais avec une simple décision restée. Et elle avait déjà choisi de rester. En fin d'après-midi, alors qu'elle passait l'aspirateur près de la salle de jeu, Eva se déplaça prudemment le long des murs du grand espace silencieux. Le personnel lui avait dit que c'était la pièce préférée de Léo, mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, elle la trouva vide, sans le moindre bruit. Elle éteignit la machine un instant pour écouter. C'est alors qu'elle perçut un léger son, presque un sanglot. En s'avançant entre les étagères de jouets intacts, elle vit quelque chose sous une table en bois dans un coin. Elle se pencha. Léo était là, recroquevillé, les genoux contre la poitrine, serrant quelque chose dans ses petites mains. En s'approchant, elle distingua un appareil auditif. Ses yeux étaient rouges, ses joues couvertes de larmes. Il pointait sans cesse l'objet, ses mains tremblant, la regardant avec désespoir, la bouche ouverte, sans qu'aucun son n'en sorte. Il avait peur. Quelque chose n'allait pas. Eva s'accroupit lentement à côté de lui, veillant à ne pas l'effrayer davantage. Elle posa doucement le manche de l'aspirateur contre le mur et s'assit par terre, gardant une distance rassurante. Eva observa Léo répéter le même geste. Il tapotait l'appareil dans sa main, puis pointait vers son oreille. Elle hocha lentement la tête et imita son mouvement pointant, elle aussi, son oreille. Léo la fixa, surpris. Aucun adulte n'avait jamais fait cela. Ses sanglots se calmèrent légèrement. Il regardait tour à tour son visage et ses mains, confus mais intrigués. Eva ne dit rien. Elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre, mais elle resta là toute son attention tournée vers lui. Léo leva l'appareil vers elle, non pas pour le lui donner, mais pour le lui montrer. Puis il désigna sa tête et ferma les yeux très fort, comme pour exprimer la douleur. Eva se pencha un peu, continuant à reproduire ses gestes. La respiration du garçon ralentit. Il restait bouleversé, mais n'était plus paniqué. Pour la première fois, quelqu'un l'écoutait sans dire un mot. Lorsqu'il se fut un peu calmé, Ava observa attentivement ce qui se passait lorsque l'appareil s'approchait de lui. Dès qu'il essayait de le remettre, son corps se crispait, ses doigts se contractaient, ses yeux se fermaient violemment.
Il s'adossait à la table pris de vertige, comme si l'appareil lui causait une douleur physique. Mais dès qu'il l'enlevait, ses épaules s'affaissaient et il semblait soulagé. Ce n'était pas normal. Un appareil auditif est censé aider pas blessé. Pendant plusieurs minutes, Ava répéta calmement cette petite expérience. Elle le laissa essayer avec et sans l'appareil sans le presser. À chaque fois qu'il le portait, son visage se tordait de douleur. Sans lui, il se détendait, observait même la pièce autour. L'esprit d'Ava s'emballait. Comment personne n'avait-il remarqué cela? Combien de fois l'avait-on forcé à le porter malgré la souffrance? Peut-être que le personnel prenait sa détresse pour un caprice ou un problème de comportement. Mais Ava sentait que quelque chose d'autre se cachait là-dessous. Quand Léo fut enfin plus stable, elle lui fit doucement signe qu'elle allait se lever. Il hocha légèrement la tête et essuya ses larmes. Eva retourna aussitôt dans sa chambre, prit son carnet et nota chaque détail de ce qu'elle venait de voir. Les réactions avec l'appareil s'elsant. Elle relut mentalement les anciens rapports parlant de ses crises et de ses colères. Tout prenait un nouveau sens. Et si Léo n'avait jamais été colérique, et si tout ce temps il souffrait simplement, Ava n'était pas médecin, mais son expérience suffisait pour savoir que quelque chose clochait. En rouvrant le dossier, elle vit que l'appareil datait de plus d'1 an, sans révision ni note récente. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas été contrôlé. Combien de temps Léo avait-il essayé de prévenir quelqu'un? Peut-être qu'il l'avait fait des centaines de fois, sans qu'on comprenne ou pire, sans qu'on s'en soucie. Le soir venu, Eva alla parler à une responsable du personnel. Elle expliqua ce qu'elle avait observé et proposa d'emmener Léo voir un audiologiste pour vérifier l'appareil. La femme fronça les sourcils et secoua la tête. « Ce n'est pas l'appareil, dit-elle. Il fait toujours ça. Il est juste dramatique. » Eva insista calmement, soulignant les différences évidentes de comportement avec et sans le dispositif. Mais la femme ne voulut rien entendre. « On a déjà vu ça, poursuivit-elle. Il est simplement imprévisible. » Frustrée, Ava comprit qu'ils avaient tous déjà jugé l'enfant. Pour eux, Léo était un problème, un fardeau. Ils ne voulaient pas de vérité, juste de tranquillité. Elle quitta la conversation en colère, mais plus déterminée que jamais. Si Léo devait recevoir de l'aide, elle serait celle qui déclencherait le changement. Plus tard dans la nuit, Eva retourna dans la salle de jeu. Léo était allongé sur le canapé, tenant une peluche, les yeux mi-clos. En la voyant, il se redressa lentement. Elle lui adressa un sourire, désigna l'appareil auditif et fit une mimique triste, espérant qu'il comprendrait. Il la regarda surpris, puis hocha la tête. Elle s'assit à côté de lui, sortit un petit carnet et dessina une oreille barrée d'une croix rouge. Léo examina le dessin, leva les yeux vers elle. Elle posa sa main sur sa poitrine et articula silencieusement « D'accord ». Il ne répondit pas, mais son regard avait changé, moins de peur, plus de confiance. Ce moment suffit à Eva pour comprendre cet enfant n'avait jamais été rebelle. Il avait juste survécu. Et désormais, elle tenait la preuve que quelque chose n'allait pas avec l'appareil, que toute sa souffrance venait peut-être de là. Alors qu'il s'endormait enfin paisiblement, Ava sentit son cœur battre plus fort. Peut-être oui, peut-être venait-elle de trouver la pièce manquante du puzzle. Plus tard, elle s'installa à son bureau dans le calme nocturne du manoir. Devant elle, l'appareil auditif reposait petit inoffensif en apparence. Les lumières du couloir étaient tamisées, tout le monde dormait. Eva, elle ne trouvait pas le sommeil. Ava avait soigneusement emprunté l'appareil dans les affaires de Léo après qu'il se fût endormi, veillant à ne pas le réveiller. Assise à son bureau, son ordinateur portable ouvert, elle tapa le numéro de série, inscrit sur le côté de l'appareil, dans plusieurs moteurs de recherche,
espérant trouver un manuel d'utilisation, un service client ou simplement une trace officielle. Mais chaque recherche revenait vide. Le numéro n'apparaissait sur aucun site médical public, ni dans aucune base de données de fabricant. Elle vérifia à plusieurs reprises qu'elle ne s'était pas trompée, puis chercha la marque gravée en minuscules lettres neurosoniques. Ce nom fit apparaître quelques résultats épars, rien de clair, seulement de vagues mentions dans des articles médicaux et sur d'anciens forums de recherche. Un malaise la traversa. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi un enfant porterait-il un appareil auditif sans aucun enregistrement public? En approfondissant ses recherches, Eva découvrit d'anciennes discussions sur la technologie médicale et les traitements expérimentaux. Quelques utilisateurs évoquaient Neurosonic dans le cadre de tests neurologiques et de prototypes destinés à des enfants atteints de surdité partielle. Certains parlaient d'effets secondaires étranges, maux de tête, vertiges, confusion. Mais les informations étaient rares, souvent effacées ou classées non concluantes. Aucun site officiel, aucun manuel, aucune étude publique. Un message mentionnait que la société avait autrefois collaboré avec une clinique privée pour tester des dispositifs de neuromodulation avant que le programme ne soit interrompu après des problèmes juridiques. Ava s'appuya contre le dossier de sa chaise, le regard fixé sur l'écran. Si l'appareil de Léo faisait partie de ces prototypes, pourquoi le portait-il encore? Qui avait autorisé cela? Rien ne ressemblait à un traitement médical classique. C'était comme si quelqu'un avait remis à un enfant un matériel expérimental sans contrôle ni suivi. Ava comprit qu'elle avait besoin d'aide d'une personne issue du milieu médical. Elle prit son téléphone, fit défiler ses contacts, jusqu'à trouver un nom familier, Dr Émilie Girard. Elles avaient grandi dans le même quartier et gardé contact au fil des ans. Émilie était devenue directrice médicale dans un hôpital pédiatrique réputé à Lyon. Elles ne s'étaient pas parlé depuis des mois, mais Eva n'hésita pas et l'appela. Émilie répondit au troisième appel. Après quelques salutations rapides, Eva alla droit au but, elle expliqua la situation, l'étrangeté de l'appareil que portait Léo, la douleur qu'il semblait provoquer le numéro de série suspect et le nom Neurosonic. Émilie demanda des photos. Eva en prit plusieurs sous différents angles et les lui envoya aussitôt. Quelques minutes plus tard, Émilie rappela la voix grave. Elle n'avait jamais rien vu de tel. « Tu es sûre que cela vient d'un professionnel de santé ?» demanda-t-elle. Eva hésita. « C'est ce que dit son dossier, mais je n'en suis plus certaine. » Émilie promit de se renseigner immédiatement. Le lendemain matin, elle rappela plus inquiète encore. Elle avait consulté des collègues et fouillé dans les archives de son hôpital. Neurosonic existait bien, mais la société avait l'habitude d'interrompre ses études après des plaintes de patients. Elle n'était pas un fabricant reconnu et n'avait jamais mis sur le marché d'appareils approuvés. Le modèle porté par Léo n'était validé par aucune agence médicale européenne. Pire encore, selon la conception de l'appareil, Émilie affirma qu'il ne ressemblait pas du tout à un appareil auditif classique. Il semblait émettre des signaux directement vers le cerveau, non pas pour améliorer l'audition, mais pour la perturber. « Cet appareil ne l'aide pas, ça. »« Va, dit-elle d'une voix tendue. Il pourrait bien désactiver son audition volontairement. » Un frisson parcourut Eva. Elle posa enfin la question qu'elle n'avait pas osé formuler. Et si Léo n'avait jamais été sourd? Il y eut un silence au bout du fil, puis Émilie répondit. « C'est possible. J'ai déjà vu des diagnostics erronés, mais avec un dispositif pareil, c'est difficile à confirmer. » Eva continua alors à observer Léo de près, notant chacune de ses réactions avec et sans l'appareil, face au son, à la lumière, au mouvement. De son côté, Émilie mobilisa ses contacts dans le monde médical pour retracer l'origine du dispositif.
Elle retrouva un vieil article enfoui dans une revue scientifique, mentionnant neurosonique dans le cadre d'un essai controversé où des enfants avaient reçu des implants prototypes destinés à stimuler le cerveau. L'article avait été retiré en ligne depuis des années, mais Émilie en possédait une copie sauvegardée. Il ne citait aucun nom, mais le lieu des essais correspondait précisément à la région où Léo était né. Eva rouvrit alors le dossier médical du garçon et remarqua quelque chose d'étrange. Le diagnostic de surdité permanente provenait d'un seul médecin, sans contre-expertise, sans test auditif de suivi. Depuis cette première conclusion, aucune réévaluation n'avait jamais été faite. L'appareil avait été introduit très tôt et personne ne l'avait jamais remis en question depuis. Cette nuit-là encore, Eva s'installa à son bureau entourée de ses notes. Tout ce qu'elle et Émilie avaient à découvert pointait vers une possibilité terrifiante. Léo n'avait pas seulement été incompris sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Et si cet appareil avait altéré son audition pendant des années? Si ses comportements si souvent qualifiés d'agressifs ou d'instables n'étaient en réalité que des réactions à la douleur, l'idée la bouleversa. Elle revit le moment où elle l'avait trouvé, pleurant sous la table, serrant l'appareil contre lui. Il avait essayé d'exprimer quelque chose que personne n'avait pris le temps d'entendre. À présent que la vérité commençait à se dessiner, Eva comprit qu'il venait de soulever un problème bien plus vaste qu'un simple cas isolé. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un enfant, mais celle d'une entreprise, d'une erreur et d'une vie façonnée par un silence imposé. Et maintenant qu'elle avait tiré sur le fil, il n'était plus possible de faire marche arrière. Eva et Émilie s'étaient jurées de découvrir toute la vérité, peu importe jusqu'où cela mènerait. Un matin calme, alors que la plupart des employés étaient occupés ailleurs. Eva installa quelques objets simples dans la salle de jeu, une petite clochette, un tambour, une boîte à musique et des cubes colorés qui produisaient des sons. Elle voulait tester quelque chose de très simple. Léo, assis par terre, dessinait tranquillement sur une feuille. Eva lui adressa un sourire, puis désigna l'appareil auditif, posé sur la table, lui faisant signe de le laisser éteint. Il hésita, puis hocha la tête. Lorsqu'il fut retiré, elle prit la clochette derrière lui et la fit tinter doucement. À sa stupeur, Léo tourna aussitôt la tête. Eva resta figée. Puis elle frappa des mains 2 fois, il réagit encore, esquissant un petit sourire, comme s'il entendait quelque chose d'agréable. Le cœur d'Eva s'emballa. Ce n'était pas possible, Léo entendait. Elle poursuivit prudemment ses petites expériences pendant quelques minutes, transformant chaque son en jeu pour ne pas l'effrayer. Elle secouait les cubes sonores, il les suivait du regard. Elle faisait rouler une voiture bruyante, il l'observait. Lorsqu'elle lui parlait doucement derrière le dos, il se retournait, essayant de lire sur ses lèvres, mais réagissant aussi clairement au son. La révélation la frappa de plein fouet. Léo n'était pas sourd. Il ne l'avait jamais été. Ses réactions n'étaient pas aléatoires, elles étaient naturelles, cohérentes humaines. Un mélange d'émotions la submergea, soulagement, colère, tristesse. Combien d'années cet enfant avait-il vécu, à croire qu'il n'entendait pas forcé de porter un appareil qui, au lieu de l'aider, l'avait peut-être blessé. Ava se couvrit la bouche pour retenir ses larmes. Léo, ne comprenant pas, applaudit en la voyant sourire, croyant qu'il s'agissait du jeu. Elle lui rendit un sourire, mais sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas un miracle, c'était une tragédie. Après s'être calmée, elle resta un moment auprès de lui, l'aidant à ranger les jouets. Comment personne n'avait-il pu s'en apercevoir avant? Puis elle se souvint, les dossiers répétaient tous qu'il ne fallait jamais retirer l'appareil, qu'aucun test n'avait été réalisé sans lui.
Tout le monde avait accepté le diagnostic sans jamais le remettre en cause, y compris Richard. Ce n'était plus une simple erreur, quelqu'un avait voulu que l'état de Léo ne soit jamais questionné. Plus tard dans l'après-midi, pendant que Léo faisait la sieste, Ava descendit au rez-de-chaussée, chercher Madame Giraud, la gouvernante principale au service de la famille depuis des années. Elle la trouva dans la cuisine, rangeant les provisions. « Madame Giraud, j'ai besoin de vous parler d'une chose importante au sujet de l'appareil de Léo. » L'aînée s'arrêta net mal à l'aise. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle d'un ton forcé. Eva ne perdit pas de temps. Elle expliqua ce qu'elle avait observé, la façon dont Léo réagissait au son même sans l'appareil. Le visage de la gouvernante pâlit. Elle baissa la voix, jetant un regard inquiet autour d'elle. « Vous ne devriez pas faire ce genre de test, » murmura-t-elle. « On nous a donné des consignes très claires. Ne jamais lui retirer pas même une minute. » Eva fronça les sourcils. « Donné par qui ?» Madame Giraud évita son regard. Ses médecins, ils ont dit que cela faisait partie de son traitement, que c'était dangereux de le lui enlever. Eva croisa les bras, la colère montant. Dangereux pour qui, Madame Giraud? Parce que je viens de voir un enfant qui entend parfaitement quand cet engin n'est pas sur son oreille. La gouvernante semblait déchirée, ses mains tremblaient légèrement. Tout ce que je sais, c'est que les ordres venaient directement de Monsieur Delacour. Il a toujours suivi ce qu'il disait. Aucun de nous n'avait le droit de poser des questions, avoua Madame Giraud. Alors, tout le monde obéissait. Personne ne se demandait pourquoi le petit tombait malade ou avait peur chaque fois qu'il portait l'appareil. Elle baissa les yeux, la culpabilité visible sur son visage. « En réalité, nous nous sommes posé des questions, » murmura-t-elle. Mais chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, il était renvoyé. Le médecin affirmait que les réactions étaient normales, que c'était l'adaptation. Et quand un nouveau membre du personnel doutait des consignes, il était remplacé. C'est arrivé plusieurs fois. J'ai vu des gens licenciés pour moins que ça. Ava s'assit en face d'elle, la colère bouillonnante. « Ce n'est pas un traitement, » dit-elle fermement. « C'est de la maltraitance. Ils ont fait croire à tout le monde qu'il était brisé alors qu'il ne l'était pas. » Madame Giraud se massa le front, soupira profondément. « Peut-être que vous avez raison. Mais on nous a dit que c'était pour sa sécurité, que l'appareil le protégeait d'une certaine manière. Je n'ai jamais compris comment, mais je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas perdre mon travail. » Eva la fixa, réalisant jusqu'où la manipulation s'était étendue. Cette nuit-là, Eva ne dormit pas. Assise près de la fenêtre, elle regardait au loin les lumières de la ville, en rejouant tout dans sa tête. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin, la soi-disant surdité de Léo, sa détresse avec l'appareil, le silence du manoir, le lien étrange avec Neurosonic. Elle repensa aux mots d'Émilie sur les expériences de la société et à cette idée terrifiante. L'audition de Léo avait peut-être été bloquée volontairement. Ce n'était pas une erreur médicale, c'était un acte délibéré et profitable pour certains. Eva imagina les dossiers, les contrats, les rapports falsifiés, toutes les couches de mensonges qui avaient à construire cette histoire du petit garçon sourd. Pendant ce temps, Léo avait vécu prisonnier d'un silence qui n'était pas le sien. Une rage froide monta en elle, mêlée à une détermination nouvelle. Elle regarda vers la chambre de Léo, où il dormait paisiblement pour une fois, et murmura « Ils se sont servis de toi. » Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. La vérité était sortie, et il n'y aurait plus de retour possible. Pendant ce temps, la docteure Émilie Girard était restée dans son bureau, les papiers et impressions éparpillés partout. Depuis son appel avec Eva, elle ne cessait de penser à cet étrange appareil et à la société Neurosonic. Elle avait déjà vu des entreprises douteuses, mais celle-ci semblait pire.
Les jours suivants, elle consacra toutes ses heures libres à enquêter utilisant ses accès hospitaliers, rejoignant des forums médicaux privés, fouillant des archives scientifiques. Peu à peu, un schéma inquiétant apparut. Neurosonic avait participé à un projet secret des années auparavant, axé sur la neuromodulation chez les enfants. Les essais étaient dissimulés sous des termes vagues, comme thérapie de soutien cognitif ou essai de correction auditive expérimentale. Le pire fut la découverte d'un nom familier dans l'un des anciens rapports Dr Rinaldi. Le même homme qui avait diagnostiqué Léo comme sourd. Les mains tremblantes, Émilie lut plus loin. Rinaldi avait déjà été enquêté dans un autre pays pour falsification de dossiers médicaux et manipulation de résultats d'essais cliniques. Il avait disparu de la scène publique depuis jusqu'à présent. Émilie transmit tout à Ava dans un fichier crypté. Celle-ci lut chaque page avec horreur. Les rapports étaient explicites. Rinaldi avait collaboré avec Neurosonic pour tester des dispositifs expérimentaux sur des mineurs sans autorisation officielle. De nombreux enfants avaient souffert d'effets secondaires, vertiges, migraines, anxiété, mais ces données avaient été effacées des bilans. Certains avaient même reçu de faux diagnostics pour justifier l'usage des appareils. Léo n'était pas le seul, il était simplement le dernier encore porteur du dispositif. Eva sentit la nausée la gagner. Tout s'expliquait, le diagnostic hâtif, l'interdiction de retirer l'appareil, la résistance du personnel. Quelqu'un avait voulu protéger les travaux de Rinaldi, quitte à enfermer Léo dans une identité mensongère pendant des années. Tout cela s'était produit au grand jour sous les yeux de tous. En parcourant les fichiers, Ava sut que cette histoire dépassait désormais le cadre d'un seul enfant. Il s'agissait de dénoncer un système qui avait volé la voix de Léo, et sans doute celle d'autres enfants aussi. Malgré l'ombre qui planait sur cette affaire, quelque chose de lumineux naissait entre Ava et Léo. Jour après jour, leur lien se renforçait. Sans l'appareil, Léo paraissait plus calme, plus ouvert. Il sursautait moins, observait attentivement. Eva réagissait à ses gestes et à ses sourires. Elle inventa des jeux simples, associait des images à des objets, puis dessinait des émotions heureux, triste, peur, joie. Léo comprenait vite, pointait les visages correspondant à ses sentiments. Eva lui apprit aussi quelques gestes pour dire « oui, non encore, stop ». Plus ils travaillaient ensemble, plus Léo s'illuminait. Ses yeux brillaient quand Eva entrait dans la pièce. Il souriait dès qu'elle riait. Il se mit même à fredonner parfois doucement, timidement. Mais c'était un son. Pour la première fois de sa vie, Léo n'était plus traité comme un problème, mais comme une personne. Eva savait que la confiance demandait du temps, mais l'enfant commençait enfin à laisser quelqu'un entrer dans son monde. Cependant, tout le monde ne voyait pas ce changement d'un bon œil. Sans qu'elle le sache, son travail avec Léo avait attiré l'attention. Un après-midi, alors qu'elle aidait le garçon à construire une tour de cubes, elle remarqua l'un des employés les plus anciens. M. Harris, l'intendant du domaine, les observait de trop près. C'était un homme rigide, au service de la famille, depuis des années rarement bavard, toujours distant et désapprobateur. Ce jour-là, il resta bien plus longtemps que d'habitude, un carnet à la main, notant des choses posant des questions étranges. Plus tard, Ava découvrit que son armoire de fournitures avait été verrouillée et que son emploi du temps avait été modifié sans qu'on l'en informe. D'abord, elle pensa à une erreur, mais cela se reproduisit. Un soir, en passant dans le couloir, elle entendit Harris parler au téléphone à voix basse. Elle distingua son nom, celui de Léo, et un mot qui la glaça interférence. Son cœur se serra. Quelqu'un la surveillait. Quelqu'un suivait ses moindres faits et gestes avec Léo. On n'aimait pas ses progrès. On ne voulait pas que la vérité sorte. Quelqu'un voulait qu'elle disparaisse. Eva tenta de rester calme. Elle ne voulait pas que Léo ressente sa peur.
Mais dès lors, elle devint prudente. Elle sauvegarda toutes ses notes, fit des copies des recherches d'Émilie et évita de parler librement devant les membres du personnel en qui elle n'avait pas confiance. En surface, elle continua comme si de rien n'était, sourire jeu douceur. Mais au fond, elle se préparait au pire. Une nuit, elle trouva un message glissé sous sa porte. Pas de nom, juste une phrase imprimée. « Tu vas trop loin. Arrête maintenant. » Son cœur battit violemment. Elle verrouilla la porte et s'assit près de la fenêtre, serrant son téléphone dans sa main. Elle comprit que l'enquête dérangeait. Ceux qui couvraient la vérité ne voulaient pas qu'on la révèle. Mais Ava n'était plus la même femme que celle qui avait franchi ses grilles la première fois. Elle n'était plus une simple gouvernante. Elle était devenue une protectrice. Et peu importait qui essayait de la faire taire, elle n'abandonnerait pas. La pression augmentait. Harris commença à limiter son accès au dossier de Léo. Certaines de ses tâches ménagères furent redistribuées, réduisant le temps qu'elle pouvait passer avec lui. Eva s'adapta, utilisant les pauses et les repas pour continuer leur séance. Elle faisait semblant que tout allait bien, mais restait sur ses gardes, observant tout. Un après-midi, elle aperçut Harris parler à un homme dans une voiture noire garée devant le manoir. Ils ne se serrèrent pas la main. L'un tendit un dossier, l'autre hocha la tête, puis la voiture repartit. Eva comprit que cette affaire dépassait la maison. Elle impliquait des gens puissants décidés à protéger Rinaldi et Neurosonic. Ces découvertes représentaient désormais une menace. Pourtant, chaque fois qu'elle regardait Léo rire en jouant avec ses animaux en plastique, elle se rappelait pourquoi elle avait commencé. Il était sa raison. Elle l'avait vu changer d'un enfant, apeuré et enfermé dans le silence. Il devenait un petit garçon vivant, souriant curieux. Quoi qu'il arrive, Eva se jura de ne pas s'arrêter. La vérité existait et elle ferait en sorte qu'on l'entende. Ce fut à ce moment-là que Richard Delacour rentra plus tôt que prévu. Son voyage d'affaires avait été écourté après l'annulation d'un rendez-vous. En fin d'après-midi, sa berline noire s'arrêta devant le manoir. Fatigué mais calme, il entra sans prévenir personne, décidé à aller droit à son bureau. En passant près de la salle de jeu, il s'arrêta. À travers la porte entr'ouverte, il vit Ava assise par terre avec Léo. Il ne parlait pas, du moins pas avec des mots. Ava bougeait les mains, traçant lentement des signes dans l'air. Léo la regardait avec attention et imitait ses gestes. Le visage de Richard se crispa. Pour lui, cela ressemblait à une transgression des instructions médicales. Sans chercher à comprendre, il entra d'un pas brusque. « Que croyez-vous faire ?» Sa voix claqua dans la pièce. Eva se leva surprise. Il ne la laissa pas parler. « C'est fini. Préparez vos affaires. Vous êtes renvoyé. » Il était convaincu qu'elle avait franchi la ligne, qu'elle mettait en danger le traitement de son fils. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » lança-t-il durement. « Vous n'êtes pas médecin. » Eva regarda Léo figer les mains encore levées, au milieu d'un signe interrompu, le visage confus. « Vous faites une erreur, » répondit-elle calmement. Mais Richard désigna la porte d'un geste sec. « Maintenant. » Sans un mot de plus, Eva rassembla ses affaires et quitta la maison ce soir-là. Léo la suivit du regard depuis la fenêtre de l'étage, son visage impassible, incapable de comprendre pourquoi elle était partie. Cette nuit-là, Richard Delacour ne trouva pas le sommeil. L'image de la scène le hantait, la façon dont Léo avait réagi, imitant les gestes d'Eva, plus présent, plus éveillé qu'il ne l'avait jamais vu. Quelque chose clochait. Pour la première fois depuis des années, Richard se mit à se poser des questions qu'il n'avait jamais osé formuler. Et si tout ce qu'on lui avait dit sur Léo était faux? Après minuit, incapable de rester allongé, il entra discrètement dans la chambre de son fils.
Léo dormait recroquevillé sous la couverture. L'appareil auditif reposait sur la table de chevet. Richard le fixa longuement, puis le prit entre ses doigts. Il se rappela les instructions formelles, ne jamais le retirer, toujours le laisser en place. C'est vital pour le traitement. Mais à cet instant, il doutait. Il s'assit, posa l'appareil de côté et saisit une vieille boîte à musique sur l'étagère. Il la remonta lentement, retenant son souffle, et laissa la douce mélodie s'échapper. Léo bougea légèrement, puis tourna la tête vers le son. Le cœur de Richard se serra. Il prit un jouet muni de grelots et le fit tinter doucement. À nouveau, Léo réagit, orientant son visage vers la source du bruit. D'une voix à peine audible, Richard murmura « Léo ». Et l'enfant se retourna vers lui. Richard resta figé. Ses mains tombèrent sur ses genoux. Son cœur battait à tout rompre. Son fils l'avait entendu. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. Les larmes lui montèrent aux yeux. Pendant des années, il avait cru son fils enfermé dans un monde de silence, inatteignable. Les médecins l'avaient affirmé, les spécialistes confirmé, et il avait accepté sans discuter. Mais dans la quiétude de cette chambre d'enfant, tout s'effondrait. Richard se prit la tête entre les mains et éclata en sanglots, des pleurs lourds libérant des années de culpabilité et de déni. Il pensa à toutes les fois où il avait évité son fils à toutes les occasions perdues. Léo avait tenté de communiquer et personne ne l'avait écouté. Il resta là des heures, assis près du lit, observant son enfant dormir. Quand l'aube se leva, Richard savait ce qu'il devait faire. Les mains tremblantes, il prit son téléphone et composa le dernier numéro auquel il pensait recourir un jour. Quand Eva décrocha, il y eut un silence, puis il dit simplement « S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide ». Lorsqu'elle arriva méfiante, il l'accueillit d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, douce, brisée. « Je l'ai vu », dit-il. « Tout ce que vous disiez, vous aviez raison. » Eva ne répondit pas, je vous l'avais dit. Elle ne montra ni colère, ni triomphe. Elle demanda seulement « Et maintenant ?» Ils s'assirent ensemble dans le bureau. Richard sortit les dossiers médicaux de Léo, des papiers qu'il n'avait jamais vraiment lus. Eva lui expliqua ce qu'elle avait découvert avec la docteure Girard, comment l'appareil avait pu être conçu pour bloquer l'audition plutôt que la soutenir. Peu à peu, ils reconstituèrent la chronologie. Le diagnostic, les noms impliqués, les ordres transmis au personnel. Tout menait à Rinaldi et à son lien avec Neurosonic. Plus ils avançaient, plus une évidence s'imposait. Ce n'était pas une erreur, c'était une manipulation délibérée. Richard, rongé par la honte, voulut tout abandonner. Mais Ava lui rappela que Léo avait encore un avenir, qu'il pouvait se battre pour lui. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Richard utilisa ses contacts d'hommes d'affaires pour trouver un avocat spécialisé dans les fautes médicales et la corruption d'entreprise. Eva, de son côté, continua à travailler avec la docteure Girard, rassemblant les preuves nécessaires. Ils convinrent de garder le secret. Si Rinaldi ou Neurosonic apprenaient l'existence de l'enquête, ils effaceraient en tout. Pendant ce temps, Ava reprit soin de Léo. Richard rejoignait désormais souvent leurs séances. Il observait, apprenait, essayait même les signes. Léo, d'abord dérouté, rayonnait de joie en revoyant Eva. Et lorsque son père tenta de communiquer, il sourit un vrai sourire profond, sincère, comme s'il le voyait pour la première fois. Le plan ne faisait que commencer, et la route s'annonçait périlleuse. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, Richard ne fuyait plus la vérité. Il l'affrontait. Il était prêt à se battre pour son fils et pour toutes les années qu'on leur avait volées. Sous les conseils de la docteure Girard, il entreprit les premières démarches légales contre Neurosonic. Sur sa recommandation,
il contacta une équipe juridique de confiance spécialisée dans les enquêtes corporatives et les négligences médicales. Dès qu'ils parcoururent les dossiers, les avocats comprirent. Ce n'était pas une simple erreur médicale, c'était un schéma d'abus systématique. Grâce à son influence, Richard obtint une entrevue privée avec les inspecteurs de la Direction générale de la santé. Il n'y alla pas en milliardaire, cherchant à protéger sa réputation, mais en père voulant sauver son fils. Il leur remit chaque dossier, chaque photo, chaque courriel qu'Eva et la docteure Girard avaient rassemblé. En quelques jours à peine, une enquête criminelle officielle fut ouverte. Les autorités commencèrent discrètement à retracer les activités de Neurosonic et à comparer les dossiers médicaux de plusieurs patients. La vérité éclata rapidement d'autres enfants. À travers le pays, portèrent des appareils similaires, des modèles inhabituels non enregistrés auprès des autorités de santé, tous reliés à la même société. Certaines familles n'avaient jamais remis ces dispositifs en question. Désormais, tout allait changer. Lorsque l'affaire devint publique, les médias s'enflammèrent. Les journaux titrèrent sur les implants expérimentaux chez des enfants et les essais illégaux de neuromodulation. Les écrans de télévision montrèrent des photos d'appareils identiques à celui que Léo avait porté pendant des années. Des parents en colère se manifestèrent, réclamant des explications intentant des procès. Les journalistes fouillèrent le passé du docteur Rinaldi, révélant d'anciennes controverses et une enquête étrangère étouffée. La clinique où Léo avait été diagnostiqué fut fermée presque du jour au lendemain, les autorités y ayant découvert des dossiers falsifiés et des transactions financières avec Neurosonic. L'entreprise publia une déclaration vague, niant toute faute, mais cela ne tint pas. L'équipe juridique de Richard avait déjà obtenu des copies de contrats signés et de mémos internes, prouvant que le profit avait été placé avant la sécurité des patients. Rinaldi, autrefois respecté, devint un fugitif. Il tenta de fuir le pays, mais fut arrêté à un aéroport privé, juste avant l'embarquement. Inculpé de fraude, mise en danger d'enfants et conspiration, il fut placé en détention. Pendant que le scandale faisait la une, Eva resta concentrée sur l'essentiel Léo. Elle protégea sa routine, veillant à ce que le chaos extérieur n'interrompe pas ses progrès. Les séances de thérapie devinrent régulières, menées cette fois par de vrais spécialistes à l'écoute. Avec l'aide d'Ava-Léo, apprit à faire confiance. Elle créa des cartes avec des images et des mots, organisa des jeux de sons, pratiqua chaque jour des phrases simples. Il réagissait lentement mais avec constance. Un matin, alors qu'elle l'aidait à s'habiller, Léo la regarda et murmura « Maman ». Eva se figea. Avait-elle bien entendu? Léo sourit et répéta plus clairement « Maman ». C'était le premier vrai mot qu'il prononçait. Eva s'agenouilla et le serra contre elle, les larmes aux yeux. Dès ce jour, ce mot fit partie de leur quotidien. Il l'utilisait pour chercher du réconfort, attirer l'attention ou simplement exprimer sa joie. C'était son mot, et Ava ne le corrigea jamais. Elle le laissa l'appeler comme il le voulait. Peu à peu, l'atmosphère du manoir changea. Il ne ressemblait plus à cette maison froide et vide qu'il avait été. Richard, désormais pleinement présent, rejoignait Eva et Léo chaque matin au petit-déjeuner. Il ne se réfugiait plus derrière le travail ou les réunions. Il posait des questions, participait aux jeux, aidait même Léo dans ses exercices d'apprentissage. Au début, il était maladroit, craignant de mal faire. Mais Ava l'encourageait et sa confiance grandissait jour après jour. Le personnel remarqua aussi la transformation. Des pièces autrefois fermées furent rouvertes. Des jouets traînaient dans le salon. De la musique douce emplissait la maison. Le rire, un vrai rire, résonnait dans les couloirs. Ava était au cœur de ce renouveau guidant Léo dans cette nouvelle vie et aidant Richard à devenir le père qu'il n'avait jamais été.
Le manoir autrefois prison de la douleur devint enfin une maison de famille. Ce n'était pas parfait, mais c'était vivant, en guérison. Pour la première fois, Léo avait ce qu'il avait toujours cherché, la sécurité, l'amour et une voix que l'on écoutait vraiment. À mesure que l'affaire avançait, d'autres vérités éclatèrent. Des familles de différentes régions témoignèrent. Des membres du corps médical reconnurent avoir été payés ou menacés pour se taire. Les dirigeants de Neurosonic furent convoqués devant la cour, et Rinaldi dut faire face à une longue liste d'accusations. Richard utilisa alors sa notoriété, non pas pour se protéger, mais pour éveiller les consciences. Il donna des interviews, non en homme d'affaires, mais en père. Il raconta comment son deuil l'avait aveuglé, comment il n'avait pas vu les signes et comment Ava lui avait ouvert les yeux. Il s'engagea à financer des programmes d'aide pour les enfants souffrant de troubles de la communication et à empêcher qu'un autre ne subisse ce que Léo avait enduré. Son nom jadis, associé à la froideur et au silence, devint symbole de justice et de réparation. Eva, elle resta loin des caméras. Elle préférait se consacrer à Léo. Mais Richard ne la laissa jamais dans l'ombre. Dans chaque entretien, il parlait d'elle. « Elle n'a pas seulement sauvé mon fils, » dit-il un jour ému. « Elle m'a sauvé moi aussi. » Eva était devenue bien plus qu'une gouvernante. Elle avait été la seule à voir, à comprendre, à se battre. Elle avait affronté la peur, défié le pouvoir, et tout risqué simplement pour sauver un enfant qui n'était même pas le sien. Chaque jour, Richard observait Ava et comprenait un peu plus quelle était la raison pour laquelle leur vie avait changé. Ce n'était plus une question de gratitude, mais d'amour et de respect. Il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis longtemps, la paix. Il ne traversait plus les couloirs dans le silence, ne voyait plus en Léo un souvenir douloureux, mais un fils plein de vie et d'espoir. Et quand il regardait Ava, il ne voyait plus une employée, il voyait la femme qui avait ramené la lumière dans leur maison. Alors que la bataille judiciaire continuait et que le monde réagissait encore au scandale à l'intérieur de ce manoir, jadis glacé, une véritable famille était en train de naître. Pas parfaite, pas prévue, mais réelle. Et pour Richard, c'était tout ce qui comptait. Un après-midi paisible, le jardin baignait dans une douce lumière. Eva était assise près de la fontaine, observant Léo qui alignait des cailloux et des feuilles sur le chemin. Il souriait fier de sa petite collection, levant les yeux de temps en temps pour s'assurer qu'elle le regardait. Elle lui répondait à chaque fois par un sourire et un signe du pouce. Puis Léo s'approcha, grimpa sur le banc et la regarda attentivement. « Maman », dit-il doucement. Eva se figea, le souffle coupé. Il répéta plus sûr « Maman ». Ses yeux se remplirent de larmes. Elle le serra contre elle. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait, mais cette fois, le mot avait un poids différent. Il sonnait vrai, définitif. Depuis la terrasse, Richard les observait. Il ne voulait pas espionner, seulement les regarder. Entendre Léo dire « maman » fit naître en lui une émotion profonde. Il descendit lentement les marches, les mains dans les poches. Eva essuya ses larmes, mais ne lâcha pas Léo. Richard s'assit à côté d'eux et dit d'une voix basse « J'ai été égoïste ». Elle resta silencieuse, l'invitant à continuer. « Je ne me suis pas autorisé à l'aimer. Chaque fois que je regardais Léo, je voyais sa mère et je lui en voulais sans m'en rendre compte. J'ai tout raté. » Sa voix se brisa. Eva répondit calmement « Léo n'a jamais eu besoin d'un père parfait. Il voulait juste que vous soyez là. » Richard baissa la tête. « Je pensais bien faire en gardant mes distances. Je croyais le protéger, mais je l'ai juste laissé seul. » Eva hocha la tête. « Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez être là maintenant. » Il resta un moment silencieux, puis leva les yeux. « Vous avez fait tout ce que j'aurais dû faire.
Vous l'avez vu, vous vous êtes battu pour lui. Vous n'avez jamais abandonné. Eva répondit doucement, « Je ne l'ai pas vu comme un devoir, mais comme un enfant qui avait besoin d'amour. » Richard hocha lentement la tête. « Vous avez été plus qu'une gouvernante, Eva. Vous avez été sa mère dans tout ce qui compte. » Après un instant, il ajouta, « Je veux que vous deveniez la tutrice légale de Léo, pas à ma place à mes côtés. » Eva cligna des yeux surprise. « Vous êtes mal et sérieux. »« Oui, » répondit-il. « Léo mérite de savoir qu'il appartient à quelqu'un qu'il n'est pas simplement confié à des employés. Vous avez été sa mère en tout. Je veux qu'il se sente en sécurité avec nous deux. » Eva regarda Léo jouer avec ses brindilles et murmura, « Nous ne remplaçons pas sa mère. » Richard hocha la tête. « Non, nous construisons quelque chose de nouveau, de vrai. » Les larmes aux yeux, Eva souffla, « Oui, je veux ça aussi. » Il y eut des formulaires, des vérifications, de la paperasse, mais Richard ne doutait plus. Il ne le faisait pas par culpabilité, mais parce qu'il avait compris ce qui comptait vraiment. Pendant ce temps, Eva prépara une petite fête dans la cuisine. Les plats préférés de Léo, des guirlandes en papier, quelques ballons. Quand il entra et vit la scène, ses yeux s'illuminèrent. Il n'avait pas besoin de comprendre les démarches légales. Tout ce qu'il savait, c'est que les deux personnes qu'il aimait le plus étaient là ensemble, souriantes. Et pour lui, c'était tout ce qui comptait. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, Eva et Richard restèrent assis dans le salon silencieux. Ils n'avaient pas besoin de parler, une compréhension mutuelle suffisait. Leur famille, bien que peu ordinaire, prenait enfin forme. Dans les jours qui suivirent, Léo continua de progresser, plus bavard, plus curieux, moins craintif. Eva demeurait son repère, sa guide désormais, aussi sa tutrice légale. Richard s'impliquait davantage, présent chaque jour, non seulement comme père, mais comme un homme décidé à s'améliorer. Ensemble, ils assistaient aux séances de thérapie, prenèrent les décisions à deux, et osait peu à peu sortir avec Léo pour lui faire découvrir le monde. Bien sûr, il y eut des moments de peur, des difficultés à exprimer ses émotions, mais aussi du rire, de la tendresse et une stabilité nouvelle. Pour la première fois, Léo savait ce que c'était d'être choisi non par obligation ni hasard, mais par amour. Eva avait été là dès le début, quand personne d'autre ne l'écoutait. Et Richard avait enfin pris sa place, non plus en spectateur, mais en père. Ensemble, ils ne cherchaient pas à réparer le passé, mais à bâtir quelque chose de neuf, une famille où Léo avait enfin sa place. Les mois passèrent. Le manoir, autrefois silencieux et glacial, débordait de vie. Léo avait repris l'école, cette fois, dans une classe inclusive avec des enseignants formés aux besoins particuliers. Il avait des amis, une routine et quelques goûters préférés qu'il partageait à la récréation. Mais aujourd'hui était un jour spécial, le spectacle de l'école. Les parents remplissaient la petite salle, téléphone et caméra en main. Derrière le rideau, Léo attendait nerveux, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les cheveux coiffés, assis devant un petit clavier. Eva s'accroupit près de lui soufflant des mots rassurants. Richard, debout derrière, leva le pouce. Léo prit une grande inspiration et monta sur scène. Le silence tomba. Il posa ses mains tremblantes sur les touches et joua une mélodie simple et douce. Chaque note atteignait ses oreilles. Il entendait tout. Son nouvel appareil auditif n'avait rien d'expérimental, conçu et ajusté par de vrais spécialistes en collaboration avec la Dr Girard. Il ne causait ni douleur ni confusion. Il ne brouillait pas son cerveau, il lui ouvrait simplement le monde. Léo entendait le son des touches, puis quand il termina un autre son, encore plus beau, les applaudissements. Le public se leva, applaudit, appela son nom. Léo leva les yeux, un grand sourire fier sur le visage. Pour la première fois,
Il n'était plus observé comme un problème, ni comme l'enfant brisé. Il était un élève, un musicien, un enfant à part entière. Il fit une petite révérence, et la salle redoubla d'applaudissements. Eva porta une main à sa bouche, les larmes coulant librement. Richard, à ses côtés, les yeux rougis mais heureux, lui serra la main. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient lutté si longtemps pour en arriver là. Léo, jadis enfermé dans le silence, et l'incompréhension se tenait maintenant sur scène, souriant sous la lumière, jouant de la musique, entendant le son de la vie. Richard sentit un poids se lever de sa poitrine. Lui qui avait cru que son fils ne parlerait jamais, qui avait laissé d'autres décider pour lui, comprit enfin l'étendue de ce qu'ils avaient reconstruit. Il regarda Ava, la femme, qui avait tout changé, et sentit une fierté immense pour Léo, pour elle, pour eux. Eva essuya ses larmes et fit un signe de la main à Léo, qui répondit d'un grand geste joyeux. Ce simple échange valait tout. Il les voyait, il savait qu'ils étaient là. Et il savait que tout cela, chaque instant, était vrai. Pendant que le scandale neurosonique secouait encore le pays, l'affaire devint un symbole national, la preuve que des vies pouvaient être exploitées au nom de la science et du profit. Les grandes chaînes interviewaient médecins-familles et anciens employés. Les députés réclamèrent des réformes. Les écoles de médecine enseignaient désormais cette affaire comme une mise en garde. Articles, débats publics, enquêtes, tout s'enchaînait. Au cœur de ce mouvement, Ava resta discrète, non par modestie mais par conviction. Elle fonda une association caritative dédiée à la protection des enfants contre les expérimentations médicales non éthiques. Sa mission était simple et puissante. Chaque enfant mérite la sécurité, la vérité et des soins dignes. L'organisation offrait une aide juridique, des suivis médicaux indépendants et un soutien aux familles touchées. Richard n'hésita pas une seconde à financer le lancement de la fondation. Il en devint le principal donateur et porte-parole, utilisant sa voix et son influence pour défendre ceux que personne n'avait jamais écoutés. Lors des événements publics, il ne parlait pas en tant que milliardaire, mais en tant que père. Ava, elle gérait les opérations quotidiennes, elle engagea une équipe, lança des programmes, bâtit un réseau solide. Ensemble, ils transformèrent la douleur en une force, en un projet capable de protéger d'autres vies. À la maison, la vie de Léo devint enfin ce qu'elle aurait toujours dû être normale. Il jouait dans le jardin, organisait des fêtes d'anniversaire, se disputait avec ses amis pour savoir quel dessin animé était le meilleur. Il goûtait de nouveaux plats, certains qu'il adorait, d'autres qu'il détestait. Il allait en thérapie, non parce qu'il y avait un problème, mais parce que cela l'aidait à comprendre ses émotions et à mieux s'exprimer. Il riait fort, chantait des chansons inventées, courait dans les couloirs du manoir, comme s'il lui appartenait, et en vérité, il lui appartenait un peu. Richard et Ava continuaient à construire cette nouvelle vie de famille. Les week-ends se passaient au parc, devant des films ou autour de jeux de société. Il y avait des défis, bien sûr, mais ils les affrontaient ensemble. La maison, autrefois pleine de chagrin, résonnait maintenant de pas légers de conversation et de l'énergie débordante de Léo. Plus d'ombre, plus de silence, sa voix faisait désormais partie de tout. Il n'était plus mis de côté, plus ignoré. Il était vu aimé, et surtout heureux. Le lendemain du récital, Léo demanda à Eva s'ils pouvaient rejouer de la musique ensemble. Elle lui sourit et acquiesça, s'asseyant à côté de lui, devant le petit piano du salon. Richard les rejoignit, tapant en rythme sur la table comme un tambour. Tous trois éclatèrent de rire, à chaque fausse note, à chaque mélodie maladroite. Léo se moquait de la perfection. Ce qu'il aimait, c'était le son et les gens qui l'écoutaient. À cet instant, Ava le regarda et sentit quelque chose se serrer doucement dans sa poitrine.
Elle se souvint du petit garçon qu'elle avait trouvé pleurant sous une table tenant un appareil qui lui faisait mal. Elle se rappela les nuits blanches passées à chercher comment l'aider. Et maintenant, il était là entre elle et Richard, en sécurité, rayonnant de joie. Lorsque Léo joua la dernière note et leva vers eux son visage souriant, Eva sentit la paix l'envahir. Il n'était plus un mystère, ni un dossier médical, ni une cause à défendre. Il était simplement un enfant, un fils. Et enfin, après tant de silence et de lutte, il était compris. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ce qui vous a touché, ému ou révolté. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. À très bientôt.